Paris, 5h30 du matin. Nicolas, alias Gump, est un policier spécialisé dans les arnaques sur Internet. Pour interpeller un escroc connu pour être armé, il a demandé du renfort à la brigade anti-gang du 36 quai des Orfèvres. La dernière fois, comme je te disais, il avait un calibre 12 canon scié sous l'oreiller. C'est pas très confortable, mais bon, c'est lui. L'escroc a un casier judiciaire chargé. Par le passé, il faisait dans le trafic de drogue. Tout ce que je sais, c'est qu'il est sous le coup d'une condamnation à 4 mois de prison ferme. C'est lui qui dirigeait le petit trafic à côté de chez lui quand même. Mais depuis quelques mois, l'homme s'était reconverti dans les escroqueries en ligne. Sur Internet, l'individu poste de fausses petites annonces pour vendre des véhicules d'occasion qui n'existent pas. Pour réserver ses voitures fantômes, il demande à ses victimes de lui faire parvenir une avance de plusieurs centaines d'euros par mandat cash. Sur cette vidéo, le jeune homme en blouson noir vient récupérer son butin avec de faux papiers. Mais ce jour-là, une employée un peu zélée part authentifier la pièce d'identité. L'escroc prend peur et il s'enfuit. C'est grâce à la fausse pièce d'identité abandonnée que les policiers ont retrouvé sa trace. Oh, on y est là, tu peux couper. Il habite un quartier nord de Paris. Ses escroqueries sur Internet lui ont déjà rapporté plus de 50 000 euros. Ses victimes se comptent par dizaines. Les gars, on y va ? Gump et son groupe entreront en dernier, une fois l'appartement sécurisé. L'anti-gang a prévu un vérin hydraulique pour enfoncer la porte. Top intervention. Il est malade, ils sont pas à la maison. Oh putain. Mauvaise surprise, le suspect est absent. Il est pas là. La mère du jeune homme ne veut rien dire aux policiers. Ah, comme témoin. On va me noter. Nicolas, le collègue de Gump, essaie de faire parler la petite sœur. Et il vient quand alors ton frère? J'en sais rien. Tu l'as jamais ici. Tu connais pas sa copine, tu sais pas où il dort, tu sais pas s'il conduit. Tu sais rien sur lui, ton frère. C'est impossible. Ta mère, elle en sait plus. L'adolescente n'est pas bavarde, tout comme son beau-père dans la pièce d'à côté. Vous l'avez vu quand la dernière fois ici? Oh, vous savez pas non plus, décidément. Les policiers procèdent à la perquisition pour trouver des preuves matérielles des escroqueries. Et surtout une adresse où pourrait se cacher l'escroc. Pour l'instant, ils font chou blanc, mais un rebondissement va sauver l'opération. Le numéro de téléphone. Super. Elle a donné. La sœur? Ouais. Ah, super. Ah, Donc, super. voir si c'est celui-là. La petite sœur vient de donner un numéro de portable. Reste à savoir s'il est toujours valable. Les escrocs changent souvent de téléphone? Quasi tous les 15 jours. C'est ça le problème. La dernière chance des policiers, appeler l'escroc et le convaincre de venir. Oui, bonjour. Capitaine Auger de la police judiciaire à Paris. On est chez vous, chez vos parents, en train d'effectuer une perquisition du domicile. On a besoin de vous voir. Ok, bon, dans une demi-heure, on vous attend. L'attente est longue. Mais finalement, 40 minutes plus tard, le suspect apparaît. Ah bah tiens. Voilà. Ah. Monsieur, bonjour. N'y croyez plus? Gump est soulagé. Maintenant, il souhaite récupérer le smartphone de l'escroc, celui avec lequel il publiait ses fausses annonces sur Internet. Il est où votre téléphone? J'ai jeté. Donc il y avait des choses, hein, c'est là. Non. Bah non, moi. J'ai jeté mon téléphone comme ça, moi. Le smartphone ou la tablette connectée à Internet, c'est la nouvelle arme des escrocs. Avec les nouvelles technologies, ces dernières années, les affaires de ce genre ont explosé en France. L'homme arrêté ce matin encourt une peine de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Dans les campagnes reculées,
Les petits villages ou au cœur des grandes villes, sur Internet ou en bas de chez soi, en France, personne n'est à l'abri d'être un jour victime d'une escroquerie. Vol de coordonnées bancaires, arnaque sur Internet, vente privée de produits douteux, les escrocs ne manquent pas d'imagination pour dépouiller les particuliers. On est à 9 942 euros. C'est un peu du n'importe quoi. Leurs armes, fausses pièces d'identité, numéros de portable provisoires, voitures de location ou talents de comédien. Mais certains escrocs ont d'autres cibles. Ils agissent au sein même des entreprises qui les emploient et détournent des millions d'euros. Prête-nom, fausse association, compte bancaire à l'étranger, leurs montages financiers sont sophistiqués et difficiles à déjouer. On ne sait pas finalement ce que vous avez fait, où rentre l'argent, où ressort l'argent, etc. Pour traquer ces rois de l'arnaque, il existe au 122 rue du Château des Rentiers à Paris, à côté de la célèbre brigade financière, des services de police spécialisés dans la chasse aux escrocs. Franck est à la tête d'un groupe qui enquête sur des vols de numéros de cartes bancaires. Bonjour, c'est la police. Il a pour mission de démanteler un important réseau. Vous êtes en garde à vue dans le cadre d'une affaire d'escroquerie en bande organisée. Grégory, lui, est un ancien comptable devenu policier. Grâce à ses compétences, il parvient à reconstituer le schéma des détournements de fonds les mieux pensés. C'était malin. Mais bon, pas assez. Avec lui, les délinquants en col blanc n'ont aucun répit. Je vous vois, c'est la police. Qui sont ces escrocs qui se croient plus rusés que les policiers? C'est faux, monsieur. Blanchiment d'argent? Abus de faiblesse? Ce que vous vous rendez pas compte, c'est dans l'état où se trouve votre père. Escroquerie en bande organisée? Les deux individus sont en contact. Plongé au cœur d'un univers crapuleux où la ruse rapporte gros. « 13e arrondissement de Paris. C'est au 7e étage de ce bâtiment que se trouve la BRDA, la brigade de répression de la délinquance astucieuse. Sa spécialité, les affaires d'escroquerie les mieux ficelées. Non, vous n'avez pas l'air de comprendre, vous n'avez pas l'air de comprendre la portée de notre enquête, je pense. Grégory et Franck enquêtent sur un important détournement de fonds. La directrice financière d'une entreprise volerait de l'argent en imitant la signature de son patron. Une personne aujourd'hui très âgée. La signature des chèques ne paraît pas la même que celle du titulaire du compte. Là, une personne qui paraît beaucoup plus âgée, alors que là, l'écriture, elle est beaucoup plus sûre. Des chèques, mais aussi de nombreux virements anormaux sont crédités sur le compte de la directrice financière. C'est l'administration fiscale qui a alerté les policiers. Franck soupçonne la directrice financière d'abuser de la confiance de son dirigeant. Un vieux chef d'entreprise à la tête d'une importante fortune. Ce qui est quand même très très généreux là, avec sa collaboratrice. Oui, 600 000 euros. En 2 ans, ça fait beaucoup. Hein. Mais pour être sûr qu'il s'agit bien d'une escroquerie, les policiers ont convoqué le vieux dirigeant. Il est accompagné de son fils, le numéro 2 de l'entreprise. Ah, très bien. Bonjour, monsieur. Franck entend le fils. Oh, je suis allé. Grégory reçoit le vieil homme. Vous faites quoi comme profession? Est-ce que je fais comme travail, ce qui veut dire? Oui, vous travaillez encore ou vous êtes retraité? Non, je travaille encore. Vous savez combien la société financière a de compte bancaire? Vous savez combien il y a de salariés? Le nombre de salariés? Oui. Non. Est-ce que vous connaissez madame? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette personne? Cette personne, c'est une fille qui travaille chez nous, qui est honnête, qui est propre. À titre privé, est-ce que vous avez donné de l'argent, madame? À titre privé, jamais. Vous savez en quelle année on est? Quelle année qu'on est? Oui. Oui. Je vous écoute. On est en quelle année? Vous savez ou vous savez pas? Vous vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas. Visiblement, le vieil homme qui a créé un véritable empire de la charcuterie n'a plus toute sa tête depuis quelque temps. Je pense qu'on a potentiellement un bel abus de faiblesse et que la directrice a dû profiter du fait que le dirigeant historique a commencé à perdre un peu la mémoire pour en profiter pour récupérer des fonds.
Pour valider l'abus de faiblesse, Grégory demande l'avis d'un expert médical. J'en ai pour une demi-heure. Une demi-heure, ouais, mais je vais partir, donc je pense que vous rendrez compte un peu de ce que vous avez constaté à mon collègue. Un avis déterminant, car les montants sont importants. Grâce à l'analyse approfondie des pièces fournies par les banques, Grégory a pu retracer le circuit des sommes qu'aurait détournées la directrice financière. Donc, de cette société, en plus de son salaire, on a des sommes d'argent qui sont parties sur ses comptes courants, à hauteur de 196 000 euros. Le compte personnel du dirigeant, on a 185 000 euros qui arrivent également sur les comptes de la directrice financière. Mais en plus de ça, le dirigeant transfère 214 000 euros sur une SCI que la mise en cause a créée. Pour brouiller les pistes, elle aurait aussi fait transiter plus de 300 000 euros par le compte de son frère et une banque au Portugal. Un montage financier qui lui aurait permis d'acquérir plusieurs biens immobiliers à Paris. Franck tente de savoir si le fils du dirigeant était au courant des largesses de son père envers sa directrice financière. Monsieur a versé en tout à Madame la somme totale de 686 586,87 euros. Je savais pas ça. Ça fait, allez, on va dire globalement 680 000 euros. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Aucune explication. Vous me faites très peur. Et tout ce que vous êtes en train de me ressortir. Est-ce que madame gère également les intérêts privés de votre père, notamment ses comptes? Oui. Alors je vais vous demander aussi une chose, de nous autoriser à faire une perquisition chez vous pour récupérer les documents comptables. On y va, il y a tout. Venez, on y va sans le prévenir. Il y a tout, j'y vais avec vous. On va vous faire signer. Mais je signe, monsieur. Il n'y a pas de problème. Mais avant la perquisition de l'entreprise et l'interpellation de la directrice financière, Ouais, on peut se voir deux petites secondes. les policiers recueillent le diagnostic de l'expert. L'état de vulnérabilité Avéré. avéré. Voilà, en 2011, largement. Moi, avec les éléments qu'il m'a donnés, il est désorienté dans le temps, il a une mauvaise connaissance de la valeur de l'argent, et puis il a également des troubles du raisonnement. Donc, grave. Franck et Grégory sont confiants. Leur enquête avance. Depuis quelques heures, leurs hypothèses se précisent. On a imaginé des cadeaux offerts à sa collaboratrice sur l'oreiller. On a aussi imaginé un abus de faiblesse. Eh bien, donc, les auditions de ce matin et l'expertise médicale confirment qu'on est dans une posture d'abus de faiblesse. On va aller la chercher. Au fond du couloir, la directrice financière ne se doute de rien. Bonjour. Donc nous enquêtons dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des faits d'abus de faiblesse, blanchiment, fraude fiscale. Et donc, La directrice est placée en garde à vue. Il me faut l'exercice 2011, les grands livres. oui. Vos fiches de salaire 2012. Vous voulez toute l'année? Oui, toute l'année. De janvier à décembre. Vous voulez tous les salaires ou... Tous vos salaires. Non, les miens. Oui. D'accord, parce que tout le monde, c'est ça. Les vôtres. Grégory est à la recherche de la moindre faille dans les documents administratifs, d'une preuve du détournement d'argent. La directrice financière essaie de l'amadouer. Oh, vous m'avez fait peur, je vous jure. Peur. Vous faites peur aux gens. C'est vrai? Ah ouais, putain, je me rendais pas compte. C'est que le début, hein, madame. Oh là 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 là. La garde à vue, elle commence juste. Hein, donc, Vous êtes impressionnant. Après, tout dépend de vous. Hein. Ah oui, ça dépend, bien sûr. Ça dépend de vous. Vous allez nous raconter. Soit on y reste 48 heures. Je vais vous raconter de la vérité, hein, j'ai rien à cacher, monsieur. Attendez, on n'est pas des escrocs. Ça, c'est vous qui le dites. Grégory est un ancien comptable. En expert, il a déjà repéré des anomalies. Bon, rien qu'au niveau des éditions, on a déjà des petits soucis. C'est bien. Je crois pas du tout. Mais bon, c'est bien essayé. Hein. La façon dont ça a été fait, c'est... Ouais. C'est bien. C'était malin. Mais bon, pas assez. Bah, je vais voler quelqu'un, j'ai tué quelqu'un, dites-moi, je sais pas. Vous avez vu l'état de monsieur? Mais l'état de monsieur... Ah bah oui. Comment ça, l'état de monsieur? L'état physique et psychique. Pas du tout, m'arrêtez, il est très bien. Rigolez, monsieur. Très bien. Il avance pas, il sait même pas de quoi on lui parle. La directrice financière n'est pas du même avis que l'enquêteur. C'est le début d'un long duel.
Dans la salle d'à côté, le fils, lui, prépare une drôle de surprise pour les policiers. Vous avez voulu une saucisse, je vous ai fait venir une saucisse. Ah, super. Peut-être j'aurais fait venir 2 baguettes, on aurait fait des sandwichs pour vos gens. Bougez pas. Thierry, fais-moi acheter de suite 3 baguettes et fais-moi acheter une dizaine de boissons fraîches. Vite fait, je ne sais pas qui, dépêchons. La famille a fait fortune dans la charcuterie. Le fils, en bon VRP, assure la présentation. Veau pressé, pastrami pickle, saucisse de dinde fumée. On n'a pas toujours cet accueil. On l'a même rarement. Ah, oui, sûr. Occupé à la photocopieuse, Grégory trouve étrange le comportement indulgent du fils envers la directrice financière. Mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose entre les deux. Entre qui? Entre elle et le président. Quand tu te fais prendre 600 000 €, t'es pas dans une boîte normale, elle est dégagée à la vitesse de la lumière. Avec ses saucisses, le fils essaierait-il d'étouffer un scandale familial? Quoi qu'il en soit, l'enquête continue. Vous ne voulez pas vous substanter avant de partir? Non, merci, vous m'avez fait la bêtise, là, c'est bon. Retour à la brigade de répression de la délinquance astucieuse. Grégory aimerait bien savoir comment la directrice financière va justifier les importantes sommes reçues de la part de son vieux patron. 150 000 €, en gros, 150 000 € en 2011 et plus de 93 000 € en 2012. À quoi correspondent ces sommes? C'est les salaires et c'est un prêt. La directrice financière ne manque pas d'air. Devant le policier, elle sort de son chapeau un contrat de prêt imaginaire. Ce prêt, c'est quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour acheter des... Mais lui, c'était dans son objectif, c'était pour m'aider à me constituer une retraite. Expliquez-nous pourquoi, monsieur. Entendu ce matin par notre service, déclare qu'il ne nous a jamais prêté d'argent et qu'il ne nous a jamais remis d'argent. C'est faux, monsieur. On lui a demandé si vous avez remis des fonds, mais il nous a dit « je lui ai jamais donné d'argent, je lui ai jamais remis de fonds, je lui ai jamais fait de chèque ». C'est pas possible. C'est impossible. C'est dans ses déclarations. Monsieur, c'est un prêt. C'est un prêt. C'est un prêt qui n'est pas enregistré. Mais arrêtez de tout le temps et blablabla, contrat de prêt. Et c'est bon, les services fiscaux, vous allez, cette histoire-là, ils en ont rien à foutre. On est en 2011, vous touchez des sommes d'argent, vous en déclarez une partie. Après, vous pouvez me raconter que c'est un contrat de prêt, c'est je ne sais quoi, un don, ce que vous voulez, c'est pas déclaré. En 2012, c'est pas déclaré. Là, ça va être déclaré. Pourquoi? Maintenant, on va se réveiller parce qu'on a la police au cul. Vous savez très bien que quand on touche des fonds en 2011, il faut les déclarer cette année-là. C'est pas 2 ans après que je vais voir les impôts que je dis « Oh, excusez-moi, monsieur l'inspecteur des impôts, j'ai omis de déclarer. » Mais un contrat de prêt qui n'est pas déclaré. On ne l'a pas enregistré, je suis d'accord avec vous. Mais sur le fond, vous avez raison. Mais parce que vous ne respectez pas les règles, c'est tout. Bon, ok, on n'a pas respecté vos pas. Dans la vie, on ne peut pas tout savoir non plus, monsieur. Vous n'êtes pas là pour vendre de la salade, vous êtes directrice administrative et financière. Vous êtes censé avoir certaines compétences, avoir un peu de jugeote et vous y connaître un peu en fiscalité, en comptabilité. Et quand on reçoit monsieur en audition, on constate qu'il ne comprend rien. Il comprend rien, il ne sait pas de quoi on lui parle. Ah, parce que le pauvre, c'est... Qu'est-ce que je vous dise? On va y venir. Franck, lui, a décidé de réentendre le fils du vieux dirigeant. Il ne souhaite toujours pas porter plainte contre la directrice financière. Le policier voudrait maintenant obtenir le fin mot de l'histoire. Hier, vous m'avez dit, monsieur, il y a 2 personnes que je respecte, Dieu et mon père. Absolument. Alors écoutez, lorsqu'on respecte son père, on se rend compte qu'il s'est fait dépouiller de 550 000 €, monsieur. On arrive ici, on lève le bras et on dit, toi, maintenant tu dégages, on fait autre chose, on fait le ménage. Dans ce dossier, vous essayez à chaque fois de minimiser la violence, je n'arrive pas à comprendre. Alors vous la sautez. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'en sais rien, monsieur, j'essaie de comprendre. Non, ça ira. Alors là, regardez-moi bien dans les yeux, si vous connaissez les gens, je l'ai jamais ni touché, ni sauté, ni j'ai eu une envie. Alors j'en sais rien, vous avez quelqu'un qui est en train de le dépouiller, et vous arrivez ici en me disant il se passe rien. Arrêtez quand même. J'ai dit halte là. Moi j'ai dit halte là au dépouillage. S'il y a du dépouillage, et là je... Vous l'avez vu votre père? Moi on l'a entendu hier, il est incapable. Je sais même pas quel président de la République. Non, parce que vous savez, monsieur, moi je vais vous dire à vous. C'est pas les 500 000, c'est l'honneur que je vais sauver. Je suis bien d'accord avec vous. Ah, l'honneur de l'entreprise alors. Non, l'honneur de ma famille. Le fils ne veut pas que le scandale éclate au grand jour. La suite de l'enquête repose donc sur le savoir-faire de Grégory. Est-ce que monsieur est en état de vulnérabilité? Si oui, depuis quand? Il n'est pas en état de vulnérabilité. Il vient encore tous les jours au bureau, il est là avec nous tous les jours.
Et vous allez ensemble à la salle de sport aussi? Non, pas du tout. Je l'ai vu ce matin. Mon collègue l'a vu ce matin. Il a un problème de pied. Ah, il a un problème de pied, Il a un justement. problème Ah, d'accord. de pied. Donc, il a juste un problème de pied. Il n'a aucun trouble, aucun problème de la mémoire, rien du tout. Ah non, ça, sur la mémoire et les chiffres, je peux vous dire que ça fonctionne bien. Vous avez un doute. La suspecte s'accroche à sa version des faits. Grégory tente un dernier coup. Est-ce que vous avez signé des chèques à la place de... Jamais, jamais, c'est jamais. Pourquoi la signature est différente? Pourquoi elle est tremblante ici, pourquoi elle n'est pas tremblante là? Ah, ça, je sais pas. On signe peut-être pas tous les jours de la même façon. Ah non, ça, c'est monsieur. Alors, jamais de la vie. Alors là, non. La directrice financière semble avoir préparé son discours, mais Grégory connaît la musique. C'est pas la première fois que j'entends des directeurs administratifs financiers. Ils sont dans un schéma. Ils ont leur vérité à eux. Elle a son discours avec le thème, le contrat de prêt entre particuliers. Voilà. Elle va rester là-dessus. Jusqu'au bout, c'est sa porte de sortie, c'est ça. Vous pouvez lui démontrer par A plus B que son dirigeant historique, il est en état de vulnérabilité, il n'a plus toutes ses facultés mentales. C'est à peine, ça ne va pas vous faire croire qu'elle peut aller faire un tennis avec lui dans 2 heures. À ce jour, le fils, numéro 2 de l'entreprise, n'a toujours pas porté plainte contre la directrice financière. Vous m'expliquez pas le déroulement de l'histoire? Vous allez dormir ici et on va continuer demain matin. Je vais pas rester toute seule, moi. C'est pas un parc d'attractions ici. Hein. Non, mais j'ai compris. C'est la police, vous êtes en garde à vue, donc vous êtes dans une cellule. Jusqu'au bout, la mise en cause tiendra tête aux policiers. Pourtant, elle risque jusqu'à 3 ans de prison et 375 000 € d'amende pour abus de faiblesse. En plus d'un redressement fiscal de plusieurs centaines de milliers d'euros pour ses contrats de prêt jamais déclarés. Un étage en dessous du bureau de Grégory, la BFMP, la Brigade des fraudes aux moyens de paiement. Depuis plusieurs semaines, Franck le commandant, Gump, Nicolas et le reste du groupe travaillent sur une très grosse affaire d'escroquerie en bande organisée. Un nombre important de coordonnées bancaires ont été volées dans le fichier client d'une agence de tourisme. Donc on a 12 pages de numéros de carte bancaire, ce qui correspond à 542 numéros de carte bancaire, tout en opposition à ce jour, suite aux utilisations frauduleuses qu'on a eues. Les utilisations frauduleuses sont ici. Donc on a 124 pages d'utilisation frauduleuse de carte bancaire. Donc on voit bien que le préjudice s'avère important puisqu'il est de 426 000 € environ. En termes de nombre de cartes et de volume de transactions, c'est énorme. C'est énorme. Les policiers veulent découvrir l'identité de l'escroc qui utilise ces numéros de carte bancaire pour acheter de la marchandise sur Internet. Allez, c'est parti. Pour le démasquer, ils vont tout simplement suivre les derniers paquets commandés frauduleusement il y a quelques jours. C'est Gonzo qui a eu l'information. Aujourd'hui, normalement, il doit y avoir un échange, il y aura 5 colis. Le livreur va remettre 5 colis à l'escroc. Mais tout n'est pas si simple. Pour brouiller les pistes, l'escroc ne se fait pas livrer à son domicile, mais à une adresse qui n'existe pas. Pour ça, il a corrompu les livreurs de tout un secteur. Franck sait qu'il leur donne rendez-vous au dernier moment par téléphone. Ok, c'est reçu pour Scorpio 13. Ils sont payés avec des lance-pierres et que pour un petit billet, ils sont prêts à pas être trop regardants sur la manière dont ils vont livrer des colis. Et hier, au cours d'une surveillance, le livreur qu'on soupçonne d'être véreux a eu un contact avec 2 individus en voiture. Franck et ses hommes vont donc prendre en filature le livreur véreux pour remonter jusqu'à l'escroc. Gonzo, est-ce que tu reçois? Ouais, c'est reçu pour Gonzo. Hein. Et pour savoir où démarrer la poursuite, Gonzo peut compter sur une informatrice. Ouais, j'écoute. Ah, il devrait passer bientôt, peut-être. Voilà. Allez, à tout à l'heure et merci de votre aide. Au revoir. Là, c'est le gardien qui m'appelle pour me dire que le mec n'est pas encore passé sur son secteur de livraison. On est sûr de le retrouver là. On est au niveau, on passe sous le panneau porte d'Elia, porte de Bagnolet à 300. Nous sommes en fin de matinée. Le livreur termine sa tournée officielle par le passage chez cette gardienne. Les policiers se postent à quelques mètres de son immeuble. Bon, il est là, le livreur, devant. La gardienne prend sa mission d'indic très à cœur. Voilà la nana qui est sortie là. Oh putain, franchement, putain, c'est discret. Tu l'as vu courir? Ouais. L'autre fois, elle est sortie avec son calepin pour noter l'immatriculation du camion. Tiens.
Oui, j'ai vu que vous l'avez vu, on est derrière, on l'a vu. Voilà. Allez, merci à vous et bonne journée. À partir de maintenant, tout s'accélère. La tournée officieuse commence. Gonzo et ses collègues ne vont plus lâcher le livreur corrompu d'une semelle. Reste à savoir à quel moment il va remettre les colis à l'escroc. Tu le vois là Oh putain, on est juste à côté. La filature va durer près d'une heure quand soudain, le camion se gare devant un véhicule suspect au milieu d'une avenue. Va doucement, Loulou. Ah putain, il est au cul, il est au cul. Il est à la radio, il est là, ils sont là. Donc les deux individus sont en contact, ils ouvrent la porte latérale du camion. Gonzo photographie l'échange. Des preuves irréfutables pour le dossier. Alors il lui passe un colis, le livreur passe un colis, un colis blanc. Donc le livreur lui a donné un deuxième colis, pareil, emballé dans un sac blanc toujours. En quelques mois, l'escroc a commandé pour plus de 400 000 € de marchandises. Vêtements, matériel high-tech et plus de 80 000 capsules de café. Le tout est ensuite écoulé sous le manteau pour générer du cash. Il ouvre le coffre et il pose les colis dedans. Les 3 colis sont dans le coffre. Ça y est, il a décollé. L'individu qui a récupéré sa marchandise est au volant de cette voiture flambant neuve. 60. Ouais, ça doit être un véhicule de location. Là, apparemment, c'est une voiture de location. Donc ça complique un petit peu les recherches. On peut toujours requérir le loueur pour savoir à qui il a loué le véhicule sur cette période donnée. Mais on ne sait pas qui c'est et on ne sait pas ce qu'il va faire. La filature reprend. Les policiers veulent obtenir l'identité de l'escroc qui conduit cette voiture de location. Ça sent la gauche. Ça va peut-être faire demi-tour. Ça fait pas demi-tour. Ah merde, c'est après à droite. La moto, elle va prendre. Une demi-heure plus tard, la chance sourit aux policiers. Ils vont saisir une occasion en or dans cette rue. Il fait une longue marche arrière, il revient vers moi là. Il continue sa marche arrière, il va passer pas loin de moi. Je vais faire comme si j'étais des mecs du chantier de toute façon. Je suis avec les mecs du chantier. Le véhicule du suspect vient se garer juste derrière celui des policiers. Puis, l'homme entre dans une cité, laissant sa voiture stationnée sur un passage piéton. Gonzo profite de la situation. Il demande à des collègues, en tenue, de contrôler ses papiers dès son retour. Et le stratagème va payer. Le contrat de location de la voiture, c'est monsieur Paris 13. Le piège se referme. Les policiers ont désormais identifié l'escroc et le livreur. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, on fait un retour de service, on décroche. C'est reçu pour tout le monde? Ouais, c'est reçu pour Gonzo. Une semaine plus tard, c'est le jour des interpellations. Les policiers ont toutes les cartes en main. Ils ont reconstitué le schéma de l'escroquerie. L'escroc commande de la marchandise sur Internet avec des numéros de carte bancaire volés. Il corrompt un livreur pour se faire livrer à une adresse bidon. Puis la marchandise est écoulée pour générer du cash. Les policiers ont également identifié l'employé de l'agence de tourisme qui dérobe les numéros de carte bancaire dans le fichier client de son entreprise au profit de l'escroc. Nicolas est chargé de l'interpeller sur son lieu de travail. Un responsable de la société l'accueille. Il est juste en bas. En bas, c'est celui-là. Je viens de toucher. D'accord, ok, bon, ben écoutez. T'as vu qui c'était? Ouais. Vous me suivez, s'il vous plaît? C'est la police. Non, venez. bien seulement je viens, mais... On va vous expliquer. Venez. Venez, rasseyez-vous. L'homme est conduit à l'écart. Un policier récupère le disque dur de son ordinateur. On sait que c'est vous êtes inconnu du service de police. Ah, ça, vous l'avez visité. Voilà. Ah si, pour du stup un petit peu quand même, monsieur, un petit peu. Ouais, vite fait, ouais, bon, on a tiré de taf. Un petit peu du stup. Votre intérêt dans cette affaire, c'est que vous nous racontez rapidement tout ce qui s'est passé. Vous avez tué personne? Ok, c'est du business, c'est que du business. J'ai tué personne. C'est que du business. Avant l'audition, les policiers de la brigade des fraudes aux moyens de paiement vont perquisitionner son domicile.
Ils espèrent y trouver des preuves des escroqueries. Votre chambre, c'est celle du fond, là? Ah ouais, vous foutez le bordel comme ça? Le suspect gagne moins de 2000 € par mois. Pourtant, dans son appartement, les policiers font une découverte surprenante. Des dizaines de produits de luxe. Eh Nico? Ouais. On fait quoi là? On prend tout en photo ou on prend tout avec? Sur quoi? Parce qu'il y en a plein les placards, quoi. Cette pièce ressemble plus à la réserve d'une boutique de luxe qu'à une chambre d'employé modèle. Costumes de marque, maroquinerie haut de gamme et surtout une quantité impressionnante de paires de chaussures à plusieurs centaines d'euros pièce. Vous avez quel âge? Je vais avoir 28 ans. Ouais. Et alors? À la fin de votre vie, vous allez finir avec combien de paires de points? Je sais pas, vous avez fait un peu d'argent dans votre vie, non? Moi, je suis pas parti en vacances, j'ai pas acheté une maison, j'ai rien fait. Si j'avais tout gardé l'argent, ben là, je serais peut-être millionnaire, là. Impossible de tout saisir. Les policiers transforment le salon en studio photo. Les images viendront étoffer le dossier. En fait, il y a beaucoup de vêtements de sport, de marque. Beaucoup trop pour un simple individu par rapport au salaire qu'il a. Donc, on n'a pas la certitude que telle paire de chaussures ou telle paire de chaussures ou tel costume provient des fraudes. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas forcément normal d'avoir tout ça. Au même moment, à quelques kilomètres de là, Franck est devant l'appartement de son complice. L'homme à la voiture de location qui récupère les colis. C'était l'appartement. C'était l'appartement. Pour être sûr qu'une personne ouvre bien la porte, sa collègue Maude se fait passer pour une voisine. Oui, bonjour, je suis une voisine, j'ai un petit souci. Bonjour, monsieur. Et ça marche. Bonjour. Monsieur. Oui. Oui, bonjour, c'est la police judiciaire. C'est le père qui ouvre la porte. Là-bas. Il est midi, son fils sans emploi dort encore. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, votre identité, s'il vous plaît. Bon alors, qu'est-ce que tu me racontes? Ah bon, d'accord. Ah, vous avez une idée pourquoi on est ici? On n'est pas là pour vous donner des autocollants de la préfecture de police. Non. Dans sa chambre, les policiers ne trouvent pas de colis suspect. Mais 500 € en liquide et surtout ce morceau de papier très intéressant sur lequel sont griffonnés à la main les lieux de rendez-vous avec le livreur. Maude, on va aller poursuivre nos investigations sur le 13e. 4 policiers terminent la perquisition. Franck et Maude partent interpeller le livreur corrompu. Maintenant, là, on va se dépêcher parce que il est en train de terminer sa tournée, donc je voudrais te choper sur l'arrondissement, là, qu'on n'ait pas à courir après tout l'après-midi. Donc théoriquement, il est pas loin. Alors normalement, il devrait être à droite. Hein. Ça y est, son véhicule est repéré. Bah allez. On va attendre que tu Ouais. part. On aimerait vous rencontrer. Carrément, ouais. Donc là, il est 13h30. Hein. Oui. Vous êtes en garde à vue dans le cadre d'une affaire d'escroquerie en bande organisée. En bande organisée. C'est quoi ? Le livreur va rejoindre le reste de la bande à la brigade. Il reconnaît avoir passé quelques commandes dans des cybercafés. Bonjour. Nicolas commence par auditionner le voleur des coordonnées bancaires de l'agence de tourisme. Il le questionne sur son complice, l'escroc en charge de l'achat de la marchandise. Vous connaissez une personne qui s'appelle... C'est un ami d'enfance. Vous voyez régulièrement, donc? Bah oui, on joue au foot ensemble, au moins une fois par semaine, on se voit. On se voit. L'enquêteur pense que les numéros des cartes ont été échangés lors des rencontres au stade de foot. Il aimerait des aveux. Alors, ce dossier, c'est tout ça. On a exploité, on a fait tout ce que l'enquête de police peut nous permettre de faire. Tout. Tout. Est-ce un hasard si c'est votre ami avec qui, un ami d'enfance, qui récupère des commandes qui ont été faites avec des numéros de carte bancaire qui proviennent de l'endroit où vous travaillez?
Est-ce un hasard? Faites attention à ce que vous allez nous dire. Ce n'est pas moi qui lui ai donné ces cartes bleues. Voilà ma réponse à votre question. Donc c'est un hasard. Ouais, nous avons constaté ceci en fait. Vous pouvez regarder les photos, je vous en prie. D'accord. Il y en a deux derrière? Ouais. Ça, c'est une surveillance parmi tant d'autres. D'accord? Et comme vous avez pu voir sur les photos, qui est la personne qui récupère les colis? C'est votre ami, monsieur. C'est toujours un hasard. Mais ce qu'il fait dans sa vie, c'est sa vie. Ce que je fais dans ma vie, c'est ma vie. Effectivement. Sauf que là, il y a collusion. OK? Ce que vous faites dans votre vie, ce qu'il fait dans sa vie, ça se rejoint sur le 13e arrondissement, en train de récupérer des colis. Là, vos deux vies s'interconnectent. Non, pas vous comprenez bien que ces explications sont un peu légères. Elles sont légères parce que je peux rien vous donner de plus. Ah, bah si, la vérité peut-être. C'est pas un mensonge, c'est la vérité. Je veux que vous m'écoutiez en fait. Mais je ne fais que ça. Non, vous m'écoutez pas. Ben, moi je suis victime. Là je suis pas coupable. Vous êtes victime? Ah ouais, là je suis victime. Dans la pièce d'à côté, Bruno entend son complice. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui abuse de la confiance de son employeur et récupère des cartes de plein de gens sur le territoire national. Et avec ça, il en communique une partie, il passe des commandes lui-même, il en fait profiter ses potes, ses collègues, ses amis joueurs de foot. Comment on a raisonné là? Bruno dirige l'audition avec finesse et distille petit à petit les preuves dont il dispose. Elle est pas belle l'histoire. Les 15, 19 et 22 novembre, dans la matinée, fin de matinée, tu allais le rencontrer au même endroit, à rue Jeanne d'Arc. Là, tu vois aussi à peu près, tu vois bien. 15, 19, 22, ça fait quel jour? 15, 19 et 22. Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, t'as pas la mémoire des dates, ça a changé quoi? Je regarde un lundi, un mardi, tu fais rien de tes journées, ça change pas grand-chose. Bon allez, jeudi, jour du Beaujolais pif, t'étais pas au rad, ok? Nous non plus d'ailleurs, on aurait bien aimé, on était là à te suivre. T'es allé le rencontrer là-bas et t'as récupéré des colis. C'est faux ou c'est vrai? Mais des colis de quel type? Parce que des colis, toi, des machins, des cartons, là, des cartons avec une adresse dessus, un truc, un livreur achemine chez des gens, quoi. Tu vois ce que c'est qu'un colis? Et il y a un type comme toi qui vient les chercher, ces colis. Oui, voilà, c'est ça. Ah non. Ah non. Bon, l'individu fait mine de ne pas comprendre et de ne rien savoir. Mais Bruno le met face à l'évidence. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces évidences? Tout elle est là, la famille, là. Il y a toi, il y a le livreur, il y a celui qui a la source, qui a les cartes, il y a le livreur, là, super neuneux, et il y a toi qui viens chercher les colis au livreur super neuneux, si tu veux, voilà. Et il y a nous qui étions là pour... Et il y a nous, on était spectateurs de ça, on applaudissait. Ouais, c'est bon les gars, on a tout ce qu'il faut. Le complice persiste. Il nie en bloc. Maude, elle, interroge le livreur qui tente de la mener en bateau. Quelle est la somme totale de votre rémunération pour ce business? 0 €. 0 €. Punaise, c'est la première fois qu'on a un livreur qui fait ça gratuitement. Ah non, j'ai jamais pris 1 euro. Il m'a proposé des sous, mais je les ai jamais pris. J'ai jamais pris 1 euro. La policière est perplexe. Elle est convaincue que le livreur lui ment. Pouvez-vous me préciser à combien de reprises êtes-vous rentré en contact avec lui? À peu près, hein. Au maximum 4. Le problème, c'est qu'en matière de téléphonie, les investigations, elles parlent. Vous me dites que vous le connaissez depuis novembre. Moi, j'établis que depuis juillet, vous avez 133 communications. 133 fois. Ouais, 133 fois. Et puis en plus, par des appels entre 11h et 13h qui correspondent aussi à vos adresses de livraison au moment où vous êtes sur le secteur. Alors là, moi, je sais qu'à mon avis, des colis, il y en a eu beaucoup d'autres. Donc, non, il faut me dire la vérité. Oui, non, mais d'accord, mais... Malgré le nombre d'appels passés aux heures stratégiques, le livreur lui aussi niera tout de bout en bout, ne reconnaissant avoir donné que les 3 colis vus sur les photos. Il y a des liens téléphoniques entre chaque protagoniste dans l'affaire. Bon, ils se connaissent tous, mais bon, ils veulent pas endosser la responsabilité, ou chacun se dit, bon, moi je vais pipoter au maximum et ça va peut-être passer. Franck informe le parquet de l'avancée de l'enquête. Il y a un gros préjudice quand même, il y a un gros préjudice, et puis bon, il n'explique pas beaucoup, il donne pas beaucoup d'explications. Clac.
Alors, déféré. Déféré, ouverture d'information. Voilà quoi. On passe la main à la justice maintenant. Les 3 individus seront présentés le lendemain à un magistrat. Ils seront laissés en liberté le temps de l'instruction. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende pour escroquerie en bande organisée. Si chaque année en France, 650 000 personnes sont victimes du vol de leurs coordonnées bancaires, des milliers d'autres se jettent eux-mêmes dans la gueule du loup. Ils donnent leur argent directement à des escrocs très habiles. Dans plusieurs villes de France ont lieu chaque semaine des réunions très privées. Des personnes sont conviées à assister à une démonstration vente de produits soi-disant haut de gamme ou miraculeux. Pour les appâter, ces sociétés promettent cadeaux et repas gratuits. Ce matin-là, en banlieue parisienne, nous nous sommes invités en caméra cachée à une de ces ventes douteuses. C'est une place pour tout le monde normalement. Cette fois, ce sont des produits de literie. Les personnes présentes, âgées de 40 à plus de 80 ans, ont toutes été démarchées par téléphone. Alors messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes. Bonjour monsieur. Eh bien, imaginez un produit naturel dont on ne parle pas assez et pourtant qui est reconnu de tous et de tout le corps médical pour avoir la triple vertu, reconnue depuis plus de 50 ans, de calmer les nerfs, d'améliorer la circulation sanguine et pour son effet le plus spectaculaire, de calmer les douleurs sans se piquer avec, sans avec quoi que ce soit. Ça va peut-être étonner les plus jeunes d'entre vous, mais ce médicament naturel, vous l'avez devant les yeux, il s'agit de la laine. Le démonstrateur prétend avoir reçu une formation médicale pendant plusieurs mois. De quoi rendre crédible son discours, pourtant mensonger. Ces produits seraient fabriqués avec des poils de laine miraculeux. Quelqu'un sait ce que c'est? C'est pas une défense. Hein. C'est un poil vu au microscope. Ah, il est grossi 10 000 fois. Et en coupant le poil par le milieu, on voit très bien le cœur du poil, et que c'est là que se loge la lanoline, au cœur du poil. Voilà. La lanoline est effectivement utilisée dans l'industrie pharmaceutique. Mais premier mensonge du charlatan, personne n'en a jamais trouvé à l'intérieur même d'un poil de laine. Tous ces échanges d'air et de chaleur vont rentrer en contact avec la laine, se charger des milliards de particules de lanoline. Tout ça va vous être restitué toutes les nuits sur votre corps, pour que toutes les nuits vous puissiez bénéficier de ce que les médecins qui nous font appellent un massage par ondulation thermique. Ici, on ne parlera pas de 5, mais bel et bien de 100% de lanoline. De la tête aux pieds, disais-je, ce massage va se faire sur tout votre corps et faire de votre nuit une véritable cure anti-douleur. Mais pour que ça fonctionne, il faut que la laine soit pure et naturelle, sans produits synthétiques. Évidemment, seuls ces produits garantiraient une telle perfection. Mais, deuxième mensonge, nous nous apercevrons plus tard que ces parures sont très loin d'être 100% naturelles. Pour faire rêver son public, le bonimenteur affirme ensuite que sa laine est aussi l'une des meilleures du monde. On a pris une race très spécifique qui s'appelle la race Mérinos d'Arles antique. Et on ne prend plus pour faire ces merveilleuses parures que de tout petits agneaux de 4 à 5 mois à peine. Effectivement, la race Mérinos d'Arles antique est très recherchée, non pas pour des vertus médicales, mais pour sa qualité, tout simplement. Seulement, ces produits en contiennent-ils vraiment? Cela reste à voir. Sans doute, un nouveau mensonge. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Le prix. Oh, le prix, c'est un détail, monsieur Dard. Un détail qui pourtant vaut son pesant d'or. Si on veut l'ensemble de parures de laine antidouleur complète, ça va coûter combien? Ça va coûter 2 996 €. Et au risque d'écorcher quelques oreilles, j'aurais tendance à vous dire, c'est pas cher. Non. Et ce n'est pas tout. Si on ajoute le matelas et le sommier électrique, l'addition atteint des sommets. On est à 9 942 €. Installez-vous. Pour faire passer la pilule, le posticheur utilise une arme redoutable, la peur. Il affirme que son produit soi-disant antidouleur va vous sauver la vie, en plus de vous faire économiser beaucoup d'argent. Ben, je peux dire qu'il y a un paquet de personnes qui m'ont dit vos lits sont quand même un peu onéreux, c'est vrai, mais qui m'ont dit mais tous les mois,
on économise 3 à 4 000 euros rien qu'avec votre lit. En disant maison de retraite. 3 à 4 000 euros par mois, c'est 30-40 000 euros par an, messieurs, dames. Et 40 000 euros par an, si vous ne les avez pas sur votre budget, c'est vos enfants qui vont payer. Et si vous ne les avez pas non plus, si vos enfants ne les ont pas non plus, eh bien vous vous retrouverez à la rue, au mouroir. Voilà, où la personne est finie. C'est que c'est rentabilisé à peine 3 mois en maison de retraite et vous avez rentabilisé l'affaire. Après les belles paroles, un peu de comédie. On met le Krauss, la télé basse, on sent un peu brusque et crac. Ah, j'ai tout cassé. À l'aide. Et le coup de grâce. Grâce à ce prix-là, pendant 2 ans d'affilée, en 2011 et en 2012, on a été élus les mieux classés niveau qualité-prix service d'Europe. Un autre mensonge. Le charlatan s'invente des récompenses farfelues à des dates imaginaires, car sa société n'a été créée que récemment, en septembre 2012. Le sinistre spectacle et les boniments en chaîne vont durer 2 heures. 2 heures de discours ininterrompus, un véritable lavage de cerveau. Donc j'aimerais que tout le monde se lève. Pas pour la planète, non, pour la literie. Pour la literie. Tout le monde de vous, messieurs là. Ce jour-là, on se bouscule pour saisir la prétendue bonne affaire. Plus d'une dizaine d'acheteurs âgés de 40 à plus de 80 ans tombent dans le panneau et signent des bons de commande à plusieurs milliers d'euros. Le sommier 1982, on a un total avant remise de 4 543 moins 149. Vous avez pris quoi alors vous? J'ai pris le matelas, la couette et les oreillers. Ça me fait 2340, 65 par mois. Cette femme a souscrit un crédit de 3 ans. Ensuite, comme promis sur l'invitation, tous les participants sont conviés à un bon repas gratuit. Le démonstrateur a menti de bout en bout. Mais que vend-il exactement? Nous avons voulu savoir à quoi ressemble la laine mérinos d'Arlantique qu'il prétend utiliser dans la fabrication de ses produits. C'est à quelques kilomètres d'Avignon qu'il faut se rendre pour trouver cette fameuse laine. Seule une douzaine d'éleveurs en produisent. Et c'est Pierre Brun qui achète la totalité de la production nationale. Il en a même déposé la marque. Voilà le Mérinos d'Arlantique. La laine Mérinos d'Arlantique est son produit phare et son exclusivité. Nous lui demandons si cet oreiller, acheté 150 € lors d'une démonstration, a été fabriqué ici. Ce produit, je ne le reconnais pas comme étant un de mes enfants. Il ne sort pas de chez nous. Ça, je suis formel. Alors. Mais s'agit-il de Mérinos d'Arlantique? Ça, c'est pas du Mérinos d'Arlantique. Ça, c'est. Je dirais que non seulement c'est pas du Mérinos d'Arlantique, ça n'est pas non plus du Mérinos d'Arles, ça n'est pas non plus du Mérinos. Là, je suis formel, c'est une usurpation de notre marque. Voilà. La société qui utilise la marque de Monsieur Brun, nous l'avons retrouvée. Son entrepôt est situé dans les environs de Perpignan, dans un petit village. C'est à l'intérieur de ce hangar que les produits seraient stockés. Nous décidons d'interpeller la première personne que nous rencontrons. Bonjour, on est journaliste, on fait un sujet sur la laine Mérinos. Oui, et vous travaillez ici, oui. Vous pouvez répondre à nos questions sur le... on ne répond pas à personne, monsieur, ni aux journalistes, ni à personne. Pas intéressé de faire un reportage sur quoi que ce soit. On aimerait savoir si vous fabriquez les produits en France, comment ça se passe, si vous avez des troupeaux dans la région, etc. Voilà. D'accord. On ne répond pas aux journalistes, monsieur, ni à rien. Après, oui, c'est du Mérinos. S'il y a de la fabrication, c'est des produits naturels en laine, bien sûr. L'homme nous affirme que ces produits sont de qualité, mais il devient très gêné quand nous évoquons une usurpation de marque. Je ne peux pas vous dire là-dessus. Prenez un rendez-vous, vous appelez là, ici. Là. C'est qui le responsable de la société? Monsieur. Il est là, on peut le rencontrer? Aujourd'hui, vous ne l'aurez peut-être pas, mais vous pouvez prendre rendez-vous. D'accord. Vous êtes? C'est aussi le prénom du patron de la société. Drôle de coïncidence, nous pensons que cet homme est en fait le dirigeant de l'entreprise. Malgré toutes nos tentatives, le patron mystère ne décrochera à aucun appel passé au numéro dont nous disposons. Messagerie Orange, bonjour. Mais quelques heures plus tard, c'est l'avocat de la société qui nous appelle. Il s'inquiète du contenu de notre reportage. Bonjour monsieur, je suis l'avocat de la société. Il me dit que vous êtes en train de tourner dans son dépôt.
Ah non, nous étions ce matin à l'entreprise pour essayer de rencontrer monsieur. Nous avons rencontré monsieur ce matin. Oui. Donc Ouais, on... tu m'as dit, oui. Oui, il vous a dit qu'on l'avait rencontré? Oui, oui, oui. Voilà. L'avocat nous confirme que la personne rencontrée est bien le patron. Pour lui, son client est soucieux de respecter la réglementation et n'a rien à se reprocher. Nous décidons de poursuivre notre enquête. Pour connaître la véritable composition de l'oreiller, direction un laboratoire spécialisé en Belgique. Après toute une batterie de tests, le verdict de M. Gardier, responsable des expertises textiles, est sans équivoque. Ça n'a rien à voir avec une laine Mérinos. On peut comparer cette qualité de laine à quelque chose de très standard, l'utilisation de déchets de laine, utilisant des laines fines, moyennes et grossières. Donc c'est un peu du n'importe quoi. Quant à la lanoline, le produit soi-disant magique évoqué par le bonimenteur, l'expert est formel. La lanoline ici est sûrement tout à fait absente. Pire, on est même très loin d'un simple produit 100% pure laine. Alors, au microscope, nous avons vérifié qu'il y avait une grosse part de fibres synthétiques. Dès lors, ce label-ci, Woolmark, est faux et qui, au niveau de la répression des fraudes, mériterait une sanction très sévère. À l'heure où nous terminons le tournage de notre reportage, la société existe toujours. Ses démonstrateurs parcourent les routes de France et arnaquent des centaines de victimes, pour la plupart des personnes âgées. Retour à Paris, à la brigade de répression de la délinquance astucieuse. Il est 5 h du matin. Grégory et son commandant, Franck, vont interpeller un escroc qui blanchit beaucoup d'argent. L'homme est un expert financier indépendant. Il fait du consulting depuis des années pour d'importantes sociétés. Sauf que pour frauder le fisc, il n'a pas créé son entreprise. Il facture ses prestations via des associations bidons. L'avantage pour lui, c'est que vu qu'il passe par les associations, lui au niveau des impôts, pour son compte personnel, il ne déclare rien du tout. Donc il ne paye pas d'impôts dessus. Donc en fait, il contourne le fisc. Avec cette magouille, il économise beaucoup d'argent. L'individu s'est même offert un appartement de plus d'1 million d'euros dans un des arrondissements les plus chers de la capitale. Direction les beaux quartiers. C'est juste là, mais il n'y a pas de place là. Grégory est venu en repérage la veille. Il a pris connaissance des codes de la porte d'entrée et de l'emplacement exact de l'appartement du délinquant en col blanc. Franck entend du bruit. Il pense que le suspect est à l'intérieur. T'as entendu du bruit? Mais après plusieurs minutes d'attente, toujours rien. Vous ouvrez, c'est la police. On casse la porte. Vous ouvrez la porte. Bon, le premier coup, là. Plus haut. Ouais. Serré. 2. La porte résiste. Franck et Grégory entrevoient un appartement en chantier. Apparemment, personne n'est là. Pourtant, il y a des traces du repas de la veille. L'homme semble avoir pris la fuite par la porte de service. T'avais entendu du bruit? Ouais, il s'est barré par là. Les policiers vérifient désespérément les cages d'escalier. Quand tout à coup... Franck! Il est là! Le suspect réapparaît, mystérieusement. Ah bah rien, le sommeil lourd. Où s'était-il caché? Personne ne le saura. Vous étiez où? Vous jouez à quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer, vous êtes en garde à vue, monsieur. Encore? À compter de maintenant, il est 6h20. Bah, je m'habille. On est fait d'abus de confiance, blanchiment et fraude fiscale. Je vous préviens, j'ai des contrôles fiscaux partout, si vous pouvez pas tout déranger. Oh ben ça peut pas être pire que ce que c'est. Hein. Vous asseyez ici, vous ne bougez plus.
Ah, ça fait plaisir. Disons que ça fait un moment que les impôts ils sont derrière vous. Hein. Vous restez là, monsieur, vous restez là. Écoutez, non, vous avez vu Présumé coupable de film sur trop. Bon, je sais. Vous restez là, ok? Vous allez écouter maintenant. Et me la jouez pas comme ça, hein. Les conneries, c'est pas moi qui les ai faites, c'est vous. J'ai pas fait de conneries que je sache. Eh bien, ça, on va voir plus tard, ok? Oui, on verra. Vous croyez qu'on est venu comme ça par hasard? On se dit, tiens, ce matin, on va aller voir. Grégory cherche à mettre la main sur des documents concernant le fonctionnement des fausses associations qui ont servi à blanchir l'argent. Histoire de gagner du temps, vous allez me dire où est-ce que sont les comptes de vos 3 associations. Voilà, on recommence. Me dites pas qu'il n'y a pas de facture. Mais non, je les ai pas, les factures. Le suspect veut éviter que les policiers mettent le nez dans les comptes de ces associations. Rassure-moi, c'est bien ici. Pour cela, il sort une excuse. Moi, j'habite plus ici, j'habite à Cassis. Non, attendez. Donc tout est à Cassis. Ouais. C'est pas votre appartement? Il est à qui l'appartement alors? L'appartement? L'interpellé prétend que cet appartement n'est pas le sien, mais le bureau de ces 3 associations. Les policiers vont vite prouver le contraire. Michael, tu précises à perquisition qu'il y a du courrier à son nom à cette adresse, puisque c'est pas son appartement, mais il reçoit son courrier personnel ici. On commence? Oui. Autre preuve de ces malversations, pendant la perquisition, les policiers tombent sur des notes surprenantes. La stratégie du consultant financier pour maquiller les comptes de ces associations. Il a un contrôle fiscal, donc ce sont des notes qu'il a prises pour se défendre devant le contrôle fiscal. Le problème, c'est qu'il nous donne des éléments qui nous permettent de vérifier les AG. Présentation judicieuse des comptes. Parce qu'il y a 2 façons de présenter les comptes. Il y a la façon judicieuse et puis après, il y a d'autres façons. Honnête. C'est bon pour moi, hein? T'as assez? Ouais, j'ai assez. Les hommes de la BRDA vont maintenant éplucher tous les documents saisis et entendre l'individu. De retour à la brigade, Franck est heureux de montrer à son collègue des impôts sa plus belle trouvaille. Question, présentation judicieuse et abondante jurisprudence sur critères du parti. Vérifiez les AG. L'avocat commis d'office est arrivé. Grégory va démarrer l'audition. Il est convaincu que les 3 associations prétendument à caractère religieux n'ont en fait aucune activité. Ok, parlez-moi de maintenant. C'était de construire à notre retraite un orgue. Un orgue? Un orgue dans une église. L'objet de l'association est peu crédible et ses dépenses colossales sont pour le policier totalement injustifiées. Les notes de restaurant, là. Oui. Est-ce que c'est normal, au vu de l'activité de votre association, d'aller se taper des homards, de l'alieu, d'en avoir pour 300 €, ensuite qu'il y ait du pinard, etc. Est-ce que c'est normal? 300 € pour 2 personnes à Paris. Ouais. Et ici, j'en ai encore une autre, 674 € pour 2 personnes, avec 300... En fait, les associations n'ont aucune activité hormis le blanchiment d'argent. Et surtout, elles ne comptent que 2 adhérents, l'interpellé et un complice. Vos associations, elles sont vides, il n'y a rien. Genre, vous n'avez pas 500 personnes qui viennent chez vous pour faire une réunion, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et si c'est vrai, seulement vous ne voulez pas l'avouer, c'est tout. Mais monsieur, cette structure-là, vous l'avez montée pourquoi? C'est juste pour ne pas payer TVA, pour ne pas payer les impôts, pour ne pas payer les charges sociales, c'est tout. C'est pour ça que vous avez monté ces structures, tout simplement. Moi, je travaille bénévolement et les sociétés financent l'association. Je fais don, moi, de mon travail à l'association pour qu'elle vive. Sauf que tout l'argent des associations a fini sur le compte personnel du mis en cause, soit 860 000 €. 230 000 € supplémentaires ont transité par le compte du 2e adhérent, son ami et complice présumé, convoqué par Franck. Alors, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Là, vous êtes président d'une association et vous vous octroyez un prêt de 216 000 € alors que vous venez de me dire que cette association n'a jamais fonctionné. De toute façon, je signerai. Vous restez assis, monsieur. Vous asseyez tout de suite. Non, c'est moi qui vous tape ça, Vous êtes placé en garde à vue. Non, vous êtes placé en garde à vue maintenant. C'est vous qui décidez. Alors, vous restez devant mouvement. C'est clair? Stop. Mon collègue, ça fait plusieurs mois qu'il travaille sur ce dossier-là. On sait pertinemment ce que vous avez fait, où rentre l'argent, où ressort l'argent, etc. Monsieur,
en garde à vue depuis ce matin. Il est interpellé à son domicile. On a fait une perquisition chez lui. Alors continuez à nous prendre pour des cons, continuez à prendre un magistrat, continuez à prendre des magistrats pour des cons. On vous pose, mon collègue vous pose des questions. Non, les questions sont quoi, etc. Vous répondez elles sont orientées. Elles sont orientées les questions. Quand on vous pose une question, vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas, je ne sais pas. Ce que nous on sait par contre, c'est que vous êtes en train de vouloir protéger le. Les deux hommes n'avoueront rien, mais le dossier est solide. Le consultant financier était sûr de sa combine. Les policiers de la brigade de répression de la délinquance astucieuse ont été plus malins que lui. Ça aurait pu passer inaperçu. Oui, tout à fait. Oui. En général, c'est vrai qu'on fait beaucoup moins des comptes d'association, qu'il y a moins de contrôle sur les comptes d'une association que sur les comptes d'une société. Donc ça aurait pu passer effectivement inaperçu. La justice a demandé la saisie de 2 appartements du mis en cause. L'État récupérera ainsi son préjudice, estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. En France, chaque année, la fraude fiscale est évaluée à plus de 60 milliards d'euros. C'est 2 fois le budget du ministère de la Défense.